Chers amis du net, ravi de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle séance de chat vidéo. Déjà, beaucoup de questions sont en attente, sans compter celles pour lesquelles je ne vous ai pas apporté la réponse la dernière fois, donc nous ne perdons pas plus de temps. Première question. Alors bonsoir à tous. La première question nous est posée par Mike. Que doit faire la ville de Bourges pour préserver son label de ville sportive ? Oui, alors label ville sportive, donc c'est un label que nous avons obtenu il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, en proposant, en livrant un dossier de candidature. Nous avons été sélectionnés parmi plusieurs villes, en mettant en avant effectivement toute notre performance sportive au sens large, que ce soit le sport de haut niveau, mais aussi le sport pour l'ensemble des berruyers qui pratiquent une activité donc, sur notre territoire. Notamment un volet concernant les jeunes, sur les infrastructures qui sont en place. Elles sont nombreuses, vous connaissez, le palais des sports, les gymnases, les stades, les centres nautiques, les piscines. Et donc voilà, donc comme vous dites, le risque à chaque fois qu'on obtient un label, c'est de le perdre quand on est au plus haut, et c'est le cas en l'occurrence. C'est tout simplement veiller à un accompagnement notamment des clubs sportifs en termes notamment d'aide logistique et de subventions. Je tiens à rappeler à cette occasion-là que l'enveloppe de subventions aux associations berruyères n'a pas bougé depuis le début du mandat. C'est aussi accompagné d'un point de vue logistique, notamment sur les organisations sportives, les organisations traditionnelles connues sur la ville. Je pense notamment au Foulet de Bourges, je pense à la Ronde des Marais, je pense le Tour du Lac, enfin toutes ces manifestations-là. Donc c'est démontrer que ce que nous avons obtenu, nous le maintenons, voire nous l'accentuons. Et voilà, c'est tout un challenge qu'il va falloir relever chaque année. La question suivante vient de la session précédente. Elle est posée par Marius. Où en est-on de la réduction des produits phyto dans la ville ? Nous en sommes, on va dire, bien avancés, puisqu'en fait, au-delà des obligations réglementaires qui nous sont imposées, ça fait très longtemps que nous n'utilisons plus de produits phytosanitaires pour, on va dire, tuer les herbes folles sur notre territoire. C'est une pratique de plus d'une dizaine d'années déjà. Donc voilà, nous enlevons les herbes folles à la main ou avec des moyens mécaniques, mais en tout cas plus du tout avec les produits phytosanitaires, ce qui me semble une très bonne chose pour le territoire et puis d'une façon globale pour la planète. Encore une question de la session précédente, elle est posée par Marine. Comptez-vous recommencer votre débat avec des berruyers en direct sur Internet? Si oui, comment faire pour participer? Oui, vous voulez dire le face aux berruyers, une session qui a eu lieu il y a 2 mois à peu près. Oui, nous allons recommencer. Nous allons probablement laisser passer l'été pour en faire une à l'automne. Il suffit effectivement de vous inscrire, de voir avec notre service presse. Et puis, nous opérons une sélection si effectivement nous avons beaucoup de candidats. Il y aura des séances de ce type-là, au moins 2 à 3 fois par an. Donc voilà, à chacun son tour. Une question de Marco maintenant. Quel bilan la ville peut-elle tirer du dernier printemps de Bourges ? C'est un peu tôt pour avoir un bilan global. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est, et ça les organisateurs l'ont dit à l'occasion d'une conférence de presse samedi, c'est que il a été dépassé, la billetterie a dépassé le record qui avait été battu déjà l'an dernier. Je crois qu'on doit être à 80 000 billets. Donc ça c'est important. Et puis après, c'est les retombées économiques du printemps de Bourges. Donc pour cette année, une fois encore, c'est un peu trop tôt pour pouvoir le dire. Mais si on se réfère à ce qui s'est passé les éditions précédentes et notamment les dernières, ce sont des retombées économiques de plus de 8 millions d'euros pour notre territoire, pour la ville et puis pour l'agglomération. Donc c'est très bien pour les commerces, c'est très bien pour l'hôtellerie, c'est très bien pour ceux qui font vivre notre économie locale. Alors une question, plutôt une intervention de Michel, toujours concernant le printemps de Bourges. Je tiens à féliciter le Printemps de Bourges pour cette belle semaine, mais surtout la soirée des 20 ans de Placebo qui a mis le feu au W. Est-ce que vous y étiez ?
Je remercie également la mairie pour avoir tout fait pour notre protection, police, gendarmerie, armée. Un grand merci aux équipes du festival qui étaient très accueillantes avec le public. Merci. Écoutez, d'abord, merci pour vos merci. Elles seront transmises évidemment aux organisateurs. D'ailleurs, j'ai pas attendu, je l'ai fait dimanche soir. Vos remerciements vont aussi, vous le dites, à l'organisation, mais aussi à l'ensemble des agents municipaux qui travaillent d'arrache-pied tout au long de l'année pour préparer cet événement, parce que c'est un événement qu'on prépare d'une année sur l'autre, mais plus particulièrement sur l'installation, donc avant la semaine du printemps, évidemment pendant le printemps, puis il y a des astreintes qui sont présentes, et puis il y a tout le nettoyage des rues, enfin je ne vais pas toutes les énumérer, mais les équipes de la ville sont présentes, et puis après, on le voit actuellement, la ville commence à se vider, enfin pas des festivaliers évidemment, c'est déjà fait, mais en tout cas de toutes ces installations. Donc ça je suis personnellement très sensible justement sur ces remerciements. Je trouve que comment dire, cette année il y avait quelque chose de particulier. D'abord parce que je pense que le changement de directeur depuis l'an dernier, et c'est pas critique par rapport au directeur précédent, mais a un œil neuf, un œil nouveau par rapport au festival, sans changer en fait le fond sur l'aspect artistique, mais et les choses sont montées en puissance entre l'année dernière et cette session cette année, notamment avec la forte volonté d'ouvrir le printemps sur la ville, encore davantage qu'il l'était. Je citais deux choses. Là, vous avez pu voir les grandes scènes ouvertes qui étaient présentes sur la place Sérocourt, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et puis deux concerts qui ont lieu à la Halle au Blé. Moi, j'étais très satisfait parce que c'était une idée que j'avais depuis quelque temps, faire vivre la Halle au Blé au-delà du marché du samedi. Donc voilà, il y a eu des points d'innovation qui ont rendu ce printemps encore différent. Et puis, alors il faut dire que les organisateurs n'y sont pour rien, et puis moi non plus, c'est sur la météo. Bon, certes, il n'a pas fait très chaud, mais en tout cas, nous n'avons pas eu de pluie, ce qui faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Donc ça donne aussi un côté positif au printemps. Alors, est-ce que j'étais au concert de Placebo? Pour tout vous dire, je n'ai pas participé à tous les concerts. D'abord, c'était matériellement pas possible, parce que pour certains, ils avaient lieu en même temps. Mais en tout cas, les concerts auxquels j'ai assisté, ça n'a pas été sur la durée. J'ai passé parfois un quart d'heure, 20 minutes au concert pour voir ce qui s'y passait. Placebo, c'était effectivement un grand moment. Je crois que c'était une belle affiche que nous a proposé le Printemps de Bourges, avec voilà, moi ce qui m'a un peu étonné, c'est que Placebo avait été passé il y a 20 ans, donc le temps passe vite, et de revoir effectivement ce type d'artistes qui reviennent sur le printemps, je crois que c'est un hommage important, et puis voilà, avec une qualité de chansons et de musique qui est à la hauteur, et je crois que voilà, le programme a été assez complet, assez large pour tout public, et vraiment des concerts de qualité. Et là, à mon tour, je voudrais remercier de nouveau les organisateurs pour cette belle réussite. Et puis quant à la sécurité, puisque je vais finir par ça, vous savez, on a été aussi contraints par les services de l'État, ce qui me paraît tout à fait normal. Donc beaucoup de choses ont été mises en œuvre, notamment la présence de la police, de la gendarmerie, des CRS, de la police municipale, des sécurisations. La ville était un peu plus hermétique. Vous pouvez voir avec ces gros plots en béton que nous avons mis à certains endroits pour éviter, pour limiter le risque, notamment de camions fous, tels que malheureusement l'Allemagne l'a connu en fin d'année dernière. Donc voilà, tout ça a fait finalement que moi j'ai trouvé que ce printemps était animé et à la fois paisible, et tout ça s'est passé en bonne sérénité, et puis je peux faire que m'en satisfaire. Alors, la question suivante est posée par Brigitte. C'est un souhait. Dans la rue Grouleau, chacun doit respecter le stationnement alterné. Cependant, la proximité avec le lycée Jacques-Cœur fait que nous subissons des stationnements anarchiques. Changer de côté de stationnement tous les 15 jours est devenu quasi impossible. La rue est souvent bloquée. Et souvent, le camion poubelle ne peut pas passer. Ne pourriez-vous pas mettre une interdiction de stationner d'un seul côté ?
Alors, on peut mettre une interdiction de stationner, on peut l'étudier. Je vous engage à prendre contact avec mon adjoint aux travaux, Philippe Mousny. Ceci dit, il faut bien comprendre à quoi sert le stationnement alterné. En fait, l'origine, en fait, pas ces choix, en fait, qui sont imposés dans toutes les communes, c'était de donner la possibilité, justement, aux personnes qui balayent la rue, de pouvoir le faire des deux côtés. Donc c'est la raison pour laquelle quand vous êtes stationné sur un côté, vous pouvez faire l'autre côté de la rue et vice-versa. Alors la pratique se passe plutôt bien. Alors vous avez les gens qui oublient, vous avez des gens qui, pour pas l'oublier, le font trop tôt et d'autres qui le font un peu trop tard, ce qui fait qu'il y a des périodes, en milieu de mois, où c'est parfois un peu le bazar d'une façon générale. Là, effectivement, vous êtes à proximité d'un établissement scolaire. D'abord, je pense que ce qu'il faudrait, c'est peut-être rappeler, et ça, je m'engage à le faire, notamment pour le lycée Jacques Coeur que vous avez cité, à rencontrer et à rappeler donc, au directeur, au responsable de l'établissement, qui a un parking à proximité qui s'appelle le parking Jean Bart, qui est pas payant, qui a été fait exprès justement pour les enseignants et pour les personnels et aussi pour les lycéens. Ils ont juste à traverser la rue Jean Baffier. Et puis peut-être rappeler, là je demanderai à la police municipale de rappeler un peu la règle dans votre rue, parce qu'il y a effectivement les riverains qui parfois jouent pas le jeu, et puis aussi des automobilistes qui s'y garent sans respect de la réglementation. Voilà. Donc je pense, pour simplifier, prenez contact avec le maire adjoint chargé des travaux qui regardera s'il est opportun d'interdire le stationnement d'un côté, et puis deuxièmement, un rappel par la police municipale des règles à respecter. Alors c'est au tour de Jackie. Comment allez-vous gérer la dette de Bourges Habitat ? Alors c'est un sujet un peu complexe. Vous savez qu'on est, enfin vous savez pas, nous sommes en réflexion et les collectivités respectives ont donné leur accord, que ce soit le département, le conseil communautaire et la ville de Bourges, pour étudier un rapprochement de Bourges Habitat avec l'office départemental du Cher. Donc cette étude est en cours avec des études, on va dire, patrimoniales, des études de ressources, de dimensionnement de la nouvelle structure qui porterait ce nouvel office. Nous devrions avoir les résultats cet été, normalement au mois de juillet, de manière à voir comment, alors à la fois avec l'aide des collectivités, mais aussi, sans rentrer trop dans le détail, mais des services de l'État, pouvoir faire en sorte que ce rapprochement réussisse et fasse en sorte que ces dettes aussi soient résorbées dans la durée. Donc voilà, nous sommes en plein travail sur ce sujet et l'objectif, c'est que la nouvelle structure qui porterait les deux offices soit opérationnelle au 1er janvier de l'année prochaine. La question suivante est posée par Stéphanie. Pourquoi parking Gambon, alors que je m'acquittais de mes frais de stationnement, une personne valide s'est immiscée entre le rodateur et moi pour appeler l'appareil en se faisant passer pour une handicapée, et qu'à l'autre bout on lui réponde « Allez-y, je vous ouvre ». Premièrement, j'ignorais que le stationnement était gratuit pour les personnes à mobilité réduite à Bourges. Et deuxièmement, cette personne ne devait-elle pas justifier de son handicap ? Alors d'abord, il n'y a pas de gratuité du stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça c'est clair. J'ai eu des sollicitations depuis plusieurs années. Je le refusais simplement parce que j'estime qu'il ne faut pas faire de la discrimination et que les espaces publics sont dédiés à l'ensemble des publics, qu'ils soient handicapés ou non. Bon. Maintenant qu'on puisse réfléchir à faciliter, notamment être peut-être moins rigoureux sur la durée de stationnement, parce qu'une personne handicapée qui doit sortir de sa voiture, éventuellement prendre son fauteuil, met un peu plus de temps qu'une personne valide, ça, effectivement, on peut l'envisager. En tout cas, donc là, c'est un épiphénomène, donc je ne vois pas pourquoi, effectivement, on a ouvert la barrière du parking Gambon à cette personne en situation de handicap. Voilà, c'est véritablement un dysfonctionnement et il faudra que je rappelle aussi les règles aux gérants des parkings et au maire adjoint en charge de cet aspect, Philippe Mercier. Alors, une nouvelle intervention de Brigitte, toujours concernant la rue Groulot. Elle devient une voie à circulation à vive allure pour ceux qui veulent éviter le radar de feu de Paul-Émile Martin.
Un sens interdit de la rue Jean Baffier vers la rue Groulot serait le bienvenu. Merci. Oui, bon, j'en ai bien sûr, je peux pas répondre tout de suite à ce type de questions. Simplement pour vous dire que le changement de statut d'une rue, c'est toujours très compliqué. Hein. Si elle a été à double sens et qu'on la rend en sens unique, dans un sens ou dans l'autre, vous allez avoir la moitié des riverains qui sont favorables et la moitié qui ne le sera pas. Donc c'est toujours très compliqué. Je crois que le problème de vitesse que vous signalez, donc on peut sans doute le résorber. D'abord, vérifier que les vitesses pratiquées sont effectivement importantes. Que ce ne soit pas quelque chose de subjectif. On peut mettre en place des comptages qui permettent sur une durée d'une quinzaine de jours de vérifier d'abord la fréquentation de la rue dans un sens et dans l'autre, et puis réellement les vitesses pratiquées, 24 heures sur 24 d'ailleurs. Et à partir de là, si on constate que les vitesses pratiquées sont effectivement en moyenne supérieure aux 50 km/h, hein, si la route est à 50 km/h, à ce moment-là, on peut intervenir, notamment en utilisant notre cinémomètre, notre radar que nous en possédons à la police municipale pour verbaliser, parce que je pense qu'à un moment donné, la solution, une fois qu'on a passé le rappel des principes de respect du code de la route, je crois qu'il faut passer par la sanction. Une nouvelle question posée par Lolo. Prévoyez-vous d'installer de nouvelles caméras dans la ville et si oui, où ? Ah oui, tout à fait. Hein. Donc, je vous rappelle que nous étions engagés au cours de la campagne des municipales à implanter 100 caméras de vidéoprotection sur l'ensemble de la ville. Nous sommes aujourd'hui, nous avons dû dépasser 85. Donc vous voyez, nous sommes à mi-mandat et nous sommes pas loin de l'objectif. Alors quant à l'implantation, elle se fait pas comme ça sur un coup de dé. Il y a d'abord des demandes qui sont formulées particulièrement parfois par la police nationale qui a besoin aussi, en fonction de l'expérience qu'elles ont sur le territoire, de surveiller un peu plus certains quartiers ou certaines rues. Il y a aussi le constat de la police municipale. Il y a aussi parfois des demandes spécifiques, alors pas des demandes privées, mais parfois certains établissements. Je sais que j'ai une demande d'un responsable d'établissement scolaire qui m'a sollicité justement sur une implantation à proximité de son lycée. Et puis une fois que ces demandes sont formulées, il y a un comité d'éthique qui se réunit pour valider ou non les implantations qui sont proposées. Donc tout ça se fait d'une façon concertée, d'une façon assez démocratique. Et ce comité d'éthique est important parce qu'il réunit à la fois des acteurs, des élus, de ceux qui ont besoin en fait de ces caméras, aussi des représentants de quartier. Voilà, tout ça se fait vraiment d'une façon très concertée et très modérée, puisqu'il ne s'agit pas de mettre des caméras partout, hein, ça servirait strictement à rien, mais il est important de les mettre au bon endroit quand il le faut sur des secteurs qui nécessitent une surveillance plus accrue que d'autres secteurs. Alors, une question de Chris maintenant. Suite aux découvertes sur le chantier de la MCB, les travaux vont-ils prendre du retard ? La réponse est non. Donc j'ai eu effectivement il y a des belles trouvailles, mais qui ne remettent pas en cause en fait la suite du chantier. Hein. J'ai eu l'engagement de la directrice régionale des affaires culturelles que j'ai rencontrée mardi dernier, enfin mardi de la semaine dernière plus exactement. Donc il a été trouvé effectivement des choses qu'on n'imaginait pas à travers le pré-diagnostic qui avait été fait au mois de juillet 2013, mais pas quelque chose forcément d'extraordinaire d'après les archéologues. Donc normalement, les fouilles se terminent le 30 avril, donc à la fin de ce mois. Les travaux de la Maison de la Culture devraient démarrer au mois de mars de l'année prochaine et se terminer au mois de juillet 2020. Question suivante de Kevin Iso. Le parking des Marronniers va-t-il rester gratuit après le départ de la société Monin ? Oui, bien sûr, il n'y a aucune volonté de rendre ce parking payant. Voilà. La question suivante est posée par Jean-Claude. Pendant le printemps de Bourges, fallait-il accorder aux bars de quartier toute latitude pendant les 5 jours pour déverser leur musique à pleine puissance jusqu'à 3 heures du matin ? Les résidents du quartier sont ulcérés parce qu'ils ont subi. Oui, d'abord, les bars n'ont pas toute latitude. Hein. Tout ceci est réglementé à la fois par la ville et puis les services de l'État. Donc, il y a
un accord pour dépasser les heures, on va dire, traditionnelles tout au long de l'année. Je conçois, hein, quand on habite à proximité de ces lieux, que ça puisse être dérangeant, je l'imagine tout à fait. Maintenant, on ne peut pas à la fois réclamer des animations en ville alors j'entends à longueur de journée qu'il en manque, et dès qu'on a des animations comme le Printemps de Bourges, c'est quand même quelque chose d'excessivement important, qu'on puisse limiter ces animations. Donc il y a parfois un peu une incohérence. Une fois encore, si je comprends tout à fait votre gêne, il faut voir aussi que le printemps ne dure que 5 jours. Et voilà, il faut tolérer aussi un peu de changement dans la paisibilité de la ville. Maintenant, on veille aussi à ce que la réglementation qui est accordée, enfin la dérogation qui est accordée aux établissements de nuit soit respectée. Parfois, elle ne l'est pas. Hein. Donc, nous, on a fait des rappels, et puis parfois les riverains nous signalaient à la police nationale un dépassement des horaires qui était défini. Et dans ce cas-là, on a fait arrêter effectivement la musique. Bon, voilà. Donc, une fois encore, tout est cadré. Il faut tolérer pendant ces 5 jours de Printemps de Bourges que la ville soit un peu moins paisible qu'avant. Une question de Steph. Face à la baisse du nombre de médecins généralistes, êtes-vous favorable à l'apport des nouvelles technologies? Si oui, quel peut être l'apport de ces nouvelles technologies pour favoriser le maintien à domicile des personnes handicapées ou en situation de dépendance? Ah, ça, c'est une grande question. Alors d'abord, oui, la désertification ne peut pas se résoudre que par des nouvelles technologies. Il me semble nécessaire, de toute manière, que le médecin soit aussi à proximité de ses patients. Hein, quand il s'agit de traiter une grippe ou une maladie bénigne, on ne va pas passer par les nouvelles technologies. Donc là, il y a de toute manière un vrai souci de désertification médicale sur notre département et aussi sur la ville de Bourges, contrairement à ce qu'on peut imaginer. C'est un vrai souci. Ensuite, donc c'est pour ça qu'il y a des actions qui sont menées aujourd'hui, et souvent des actions privées d'ailleurs, de création de cabinets médicaux pour intéresser des médecins, des nouveaux médecins pour s'implanter sur la ville. Donc il y a quelques projets qui sont en réflexion aujourd'hui. Et puis quant aux nouvelles technologies, effectivement, le maintien des personnes âgées à domicile, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, on l'incite, et les actions du CCAS dans ce domaine sont assez fortes. Je pense qu'on a tout intérêt à ce que les personnes qui vieillissent restent à la maison, et là, en plus, la plupart du temps, elles le souhaitent. Bon, sauf qu'à un moment donné, il y a des limites. Il y a des limites à ça, parce que la maladie ou la faiblesse prend le dessus et nécessite parfois des hospitalisations, ou alors l'intégration dans des maisons seniors, enfin je les appelle comme ça, qui se créent d'ailleurs notamment en nombre sur le territoire. Alors pour ça, effectivement, on est sollicité d'ailleurs par un bailleur social à titre expérimental pour implanter sur la ville, je dirais, on ne peut pas dire un banc d'essai, mais ça pourrait ressembler des appartements types équipés de domotique, justement pour à la fois donc, valider ces principes, hein, qui marchent dans certains secteurs, mais d'autres restent affinés, et puis pour proposer d'ores et déjà chez un bailleur social à des personnes de venir habiter dans des appartements qui sont équipés. La question suivante est posée par Naji. Pouvez-vous développer l'installation de bornes de recharge électrique pour les véhicules, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors donc là, on est sur une opération qui est portée sur l'ensemble du département par le syndicat d'énergie du Cher, puisque c'est à peu près une centaine de bornes de recharge de véhicules électriques qui seront implantées à terme sur le département. La ville de Bourges en bénéficiait d'à peu près une vingtaine. Elles sont quasiment toutes opérationnelles à l'heure où on parle. Donc c'est assez simple, hein, c'est-à-dire les bornes doivent être accessibles 24 heures sur 24. Elles doivent être sur des stationnements qui sont pas payants. Et puis il s'agit effectivement de s'abonner, de prendre un abonnement. Et là, je vous invite à vous renseigner auprès de la mairie sur le sujet. Donc là, en fait, c'est une carte rechargeable. Et à partir de là, vous pouvez venir brancher votre véhicule. La manip est assez simple, hein, je l'ai vu en démonstration il y a un petit mois de ça. Et puis là, le compte et votre code-part est débité sur votre compte, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est très économique, hein, c'est bien plus économique que le carburant. Et puis sur un territoire comme le nôtre,
notamment je parle de la ville de Bourges, une vingtaine de bornes, ça laisse suffisamment d'autonomie, puisqu'avec les véhicules aujourd'hui, bon, on fait au moins 100 km, voire plus, pour les petites, ce que j'appelle petites cylindrées, ce n'est pas les cylindrées en l'occurrence, mais les voitures les plus petites. Et quand on fait 100 ou 120 km en ville, on parcourt quand même du chemin. Donc voilà, c'est une opération pour laquelle nous avons adhéré tout de suite au niveau de l'agglomération de la ville de Bourges, parce que d'abord c'est très bon pour l'environnement, c'est bon aussi pour le porte-monnaie de ceux qui sont en possession de ce type de véhicules, qui deviennent quand même de moins en moins chers, notamment avec les aides de l'État. Et puis enfin, c'est bon aussi pour la planète, pour nous-mêmes, pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors, la question suivante est une question de la session précédente. Elle est posée par Dominique. Aglobus ne pourrait-il pas prévoir un bus pour se rendre chez Emmaüs à la chapelle Saint-Ursin les jours des ventes? Il faut marcher longtemps et parfois chargé pour aller à l'arrêt de bus. Écoutez, il ne faut pas tout demander à Aglobus. Aglobus a un objectif, effectivement, c'est de couvrir le territoire des communes qui adhèrent au syndicat. Donc ce sont l'ensemble des communes de l'agglomération et les communes de Pigny, de Fussy, de Saint-Florent. Nous venons effectivement après des travaux, des ateliers sur lesquels on a fait participer, pour ceux qui le voulaient, des usagers et des non-usagers, sur la refonte en fait du réseau de transport sur le périmètre du syndicat. Donc les ateliers sont passés au mois d'octobre l'année dernière, je crois, de mémoire. Ça a été d'ailleurs très intéressant, puisque par rapport à l'avant-projet que nous avions imaginé, donc il y a eu des amendements, des changements qui ont été faits, et ça s'est fait vraiment dans de bonnes conditions, pas dans toutes les communes de l'agglomération ou du syndicat, mais en tout cas dans beaucoup d'entre elles. À partir de là, on a fait une restitution à ceux qui avaient participé, même à ceux qui n'avaient pas participé à ces ateliers, ce qui a permis donc d'expliquer ce qu'on retenait et ce qu'on ne retenait pas comme solution, et en expliquant pourquoi. Et puis donc ce nouveau réseau est celui qui a servi de base pour les négociations, enfin qui viennent de se terminer avec le nouveau prestataire, puisqu'on change de délégataire à partir du 1er juillet prochain. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, vous savez, il y a à chaque fois un équilibre entre ce que l'on souhaiterait dans un idéal, c'est-à-dire desservir toutes les rues, tous les espaces, et puis un coût, parce que forcément tout ça a un coût, et au bout du compte, ce coût il est porté par les contribuables. Donc il faut qu'on arrive à chaque fois à trouver l'équilibre pour couvrir suffisamment de territoire, et puis que les usagers s'y retrouvent évidemment. Alors, quand il se passe des événements comme vous dites, les journées Emmaüs, là ça peut être indépendant d'Aglobus, ça peut être une prestation complémentaire qu'on peut imaginer. Il faudra réfléchir ça au niveau du syndicat Aglobus, mais ça ne peut pas être introduit dans la prestation que l'on demande aujourd'hui aux prestataires. Ça peut être une prestation complémentaire. Donc c'est quelque chose. Moi, ce que je vous invite, c'est de me faire un petit courriel ou un courrier directement, et de manière à ce que j'évoque ce sujet à l'occasion d'une prochaine réunion du syndicat Aglobus. Alors, une question de Ben C maintenant. J'ai lu qu'une école hors contrat allait ouvrir prochainement à Bourges. La municipalité intervient-elle pour autoriser l'ouverture de cet établissement, Alors d'abord, à ma connaissance, rien n'est fait. Donc c'est le centre hospitalier, enfin c'est Bellevue qui a été sollicité pour implanter une école hors contrat. Là-dessus, la ville n'a strictement rien à dire. C'est une relation directe entre Bellevue, si ça se faisait à Bellevue, et puis les organisateurs de cette école hors contrat. Une question de JM. Avez-vous prévu de nouvelles activités cet été pour les berruyers? Oui, enfin notamment, je ne peux pas vous décrire ici, mais notamment il y aura des animations qui auront lieu sur la base de loisirs. Vous savez, l'environnement de la plage que nous avons mis, dans les travaux, une première phase de travaux s'est terminée l'an dernier, et puis la deuxième phase est en cours de réalisation. Donc nous avons prévu d'abord de terminer cette opération, bien qu'on la fera encore évoluer. Là, vous allez pouvoir vous baigner cet été,
la plage est tout à fait correcte. On a changé un peu le sens du terrain de beach volley. On a fait des plantations. On a évidemment amené l'assainissement. On a mis des vestiaires, on a mis des sanitaires, parce que si on doit se baigner, effectivement, il faut mettre à minima des structures pour pouvoir le faire. Et puis assurer aussi la surveillance de la baignade. Et donc, à cette occasion-là, nous avons prévu des animations cet été sur ce secteur-là. Donc, on n'a pas arrêté encore la liste. On a évoqué ça il y a une quinzaine de jours avec mes services. Donc voilà, par exemple, c'est ce type d'animation complémentaire. Alors que les animations, on va dire, traditionnelles, je pense notamment à Nez-à-Bourges, aura bien sûr lieu encore cet été. Donc les choses bougent. Vous aurez aussi en particulier... alors on va dire que ce n'est pas l'été, parce que ça sera le week-end de la Pentecôte, 2, 3, 4 juin de mémoire, les fêtes médiévales qui vont vivre leur deuxième édition. C'est une très belle manifestation importante pour le territoire, pilotée par le département, mais où la ville de Bourges est présente. Donc voilà, il se passe, rassurez-vous, il y aura au moins autant d'animations que les autres années, voire plus. La question suivante est posée par Claudine. Bourges-Nord, notamment avenue de Lattre de Tassigny, en a assez de ces motos qui se croisent sur un terrain de cross, roulant sans casque et ne respectant pas les feux rouges. Le week-end, nous sommes victimes de ces routards et de ces nuisances sans que les forces de l'ordre verbalisent. Que peut-on faire ? Vous savez, pour les forces de l'ordre, ce n'est pas forcément aussi facile de les verbaliser. D'ailleurs, quand ils sont sur ces engins, ils roulent relativement vite aussi. Donc les courses-poursuites avec les forces de police, c'est pas forcément simple. Hein. Rappelez-vous, pas sur notre territoire, mais il y a quelques années, il y a eu des événements un peu tragiques qui ont pu avoir lieu. La conséquence en fait des courses-poursuites, donc c'est pas si simple que ça. Et puis je peux vous assurer que quand les jeunes, parce que la plupart du temps ce sont des jeunes, pas tous, hein, quelques-uns sont en écart par rapport à la réglementation, dès que la police nationale peut intervenir, elle intervient, et d'abord on récupère l'engin, qui parfois peut être volé aussi, et puis ensuite les jeunes sont verbalisés. Donc voilà, je sais que c'est désagréable, c'est quelque chose qui est récurrent. En tout cas, sachez que et la police municipale et la police nationale sont très sensibilisés sur ce problème. Une question de Brigitte. Que comptez-vous faire pour améliorer les pistes cyclables qui n'en portent que le nom ? Ce sont plutôt des caniveaux truffés de trous très accidentogènes. Je vous trouve un peu sévère sur le jugement. Vous savez, je n'ai pas le même écho de tout le monde. C'est vrai qu'il y a certains secteurs qui sont un petit peu dégradés. Vous savez, faudrait aussi, je disais tout à l'heure à mes collaborateurs sur un autre sujet, il faudrait que les gens aillent voir ailleurs aussi ce qui se passe. Parce que je pense que certains ont du mal à apprécier ce qui est fait sur notre territoire. Alors, bien sûr, tout est perfectible, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, qualifier les aménagements cyclables comme vous le faites, je trouve que c'est un peu sévère. Donc il y a des zones qui doivent être reprises, notamment sur la rocade verte. Mon adjoint aux travaux est en train de regarder comment on pourrait reprendre une partie de cette rocade verte et ces aménagements. Mais de là à dire qu'ils ne sont pas praticables, écoutez, s'ils ne sont pas praticables, allez rouler sur les routes et dans les rues. La question suivante posée par Vali Vieriu. Serait-il possible d'avoir un aéroport proche de Bourges pour permettre aux personnes venant d'autres pays de visiter cette magnifique ville du centre de la France ? Il en existe un aéroport pas très loin de Bourges, c'est l'aéroport de Châteauroux. C'est pas très loin, c'est à proximité, hein, c'est 1h15 en voiture. Il y a des actions qui sont menées justement pour développer l'activité touristique autour de l'aéroport de Châteauroux. Il existe déjà des lignes, notamment sur certaines périodes, qui joignent la Corse, l'Ajaccio en particulier. Il y a une liaison pour Nice qui doit se faire aussi. C'est pour la raison pour laquelle nous avons pris une prédécision, nous avons pris une décision plus exactement en bureau communautaire récemment pour participer financièrement, au même titre que le département du Cher, le département de l'Indre et l'agglomération de Châteauroux pour développer l'offre touristique à travers le développement de cet aéroport de Châteauroux. Parce que vous avez tout à fait raison, nous avons un territoire qui est magnifique, mais la difficulté aujourd'hui, notamment pour les étrangers, c'est de venir jusqu'à chez nous. Parce que quand on arrive
à Paris, qu'on est là pour une semaine, et puis qu'on passe beaucoup de temps à visiter Paris, ce qui paraît quand même normal, c'est une capitale et c'est la plus belle capitale du monde, on le sait tous. Il ne reste plus beaucoup de temps pour faire 2h30 de route ou 3 heures de route pour aller visiter notre territoire. Donc voilà, on a un vrai travail de collaboration à faire ensemble, de manière à développer davantage d'activités touristiques sur l'aéroport de Châteauroux. Alors, une interrogation de Michel. Nous venons de voir dans le Berry républicain qu'un nouveau centre commercial va s'implanter au début de la route de la Charité. Pourquoi ? Cette zone a-t-elle véritablement besoin d'un nouveau centre commercial ? Vous savez, d'abord, c'est un projet qui date de... Allez, si je dis 10 ans, j'exagère peut-être un tout petit peu, mais pas loin. C'est un projet qui a été retardé pour différentes raisons. C'est une poursuite, en fait, de la société SAS 3J, donc, qui a déjà commercialisé les premières cellules, qui sont déjà en place depuis quelques temps. Vous savez, je crois que les sociétés commerciales ne font pas de démagogie. S'ils s'implantent dans certains secteurs, c'est que ça correspond à un besoin. Sinon, voilà, pourquoi mettre de l'argent à un endroit si ça n'a pas un retour? Ce sont des sociétés privées qui cherchent à faire du bénéfice, par définition, c'est normal. Et donc, si elles font un choix d'un investissement important, c'est justement qu'elles y voient un retour. Bon. Donc ça, c'est une chose. Après, et je tiens à le rappeler, parce qu'on me pose souvent la question, l'implantation de surfaces commerciales ou de commerce de façon générale font l'objet d'une commission départementale auquel participent un certain nombre d'élus, et puis pour lesquels les seules raisons qui feraient qu'on interdirait en fait l'implantation de surfaces commerciales sont des raisons, on va dire, urbanistiques, et notamment des contraintes environnementales. On n'a pas la possibilité de dire non, moi je ne suis pas d'accord, je ne veux pas que ce commerce s'implante ici. C'est comme ça, c'est la loi. Je trouve d'ailleurs c'est plutôt une bonne chose, parce qu'en fait je pense que quand ça ne se passait pas comme ça avant, il y avait sans doute des abus, et donc voilà, donc dès lors qu'on considère que la société veut s'implanter, qu'elle a une offre qui doit correspondre à un besoin, et puis qu'elle respecte la réglementation, on ne peut pas s'opposer. Voilà. Question suivante de Libre. Au 114B, avenue Arnaud de Vaugué, il y a 6 voitures et une caravane qui n'ont pas bougé depuis plus d'1 an, bien que la police municipale verbalise certaines d'entre elles depuis plus de 6 mois. Certains résidents ne trouvent pas de place le soir. Faut-il attendre qu'une voiture soit incendiée pour que quelque chose soit fait ? Non, n'attendons pas ça. Je sais que les délais pour faire enlever les véhicules là, qui restent stationnés de temps en temps sont assez longs, parce qu'il y a toute une procédure d'abord de verbalisation, après quand les choses ne sont pas faites, c'est de retrouver le propriétaire. Oui, le propriétaire, parce que parfois ce sont des voitures volées, donc les plaques pas d'immatriculation, mais des plaques de moteur, de châssis, sont parfois rayées pour pas qu'on reconnaisse, donc il y a toute une procédure qui est longue. 1 an, ça me paraît maintenant un peu beaucoup, donc écoutez, je prends note, et puis je verrai ça avec Philippe Mercier dès que j'aurai l'occasion de le voir, pour qu'il m'éclaire un peu plus sur ce dossier particulier. La question suivante est posée par Steph. Ne pensez-vous pas qu'équiper les personnes avec des moyens permettant d'alerter les secours grâce à des objets connectés est une bonne idée ? Alors, oui, enfin, la connexion, tout est possible. Mais aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même un objet connecté qui s'appelle le téléphone, notamment le téléphone portable, qui permet beaucoup de choses. On ne peut pas équiper toute la population d'objets connectés. Donc, commençons par les fondamentaux. Et à cette occasion-là, ça me donne la possibilité de rappeler une chose, c'est que nous avons mis en place, depuis le début de l'année, un système qui permet de pouvoir, à l'inverse, qu'on puisse alerter la population dès lors qu'il y a un événement majeur qui peut se produire. On parlait des inondations parce que malheureusement nous les avons subies l'année dernière, mais voilà, donc vous avez la possibilité de vous inscrire si vous le souhaitez, alors soit un numéro de fixe, soit un numéro de portable, soit les deux éventuellement, et en le cas d'alerte ou d'information, on
par système, par texto ou par appel téléphonique, on vous renseignera. Donc voilà, aujourd'hui, à moins que vous ayez une idée particulière sur les objets connectés complémentaires, et auquel cas je vous invite à ce que nous rencontrions ou rencontriez le maire adjoint en charge des nouvelles technologies. Il ne me semble pas que ce soit pertinent. Mais voilà, prenez rendez-vous avec M. Guéguen et puis on explorera si vous avez des idées, ce que vous pouvez proposer. La question suivante est posée par Romane. Comment faire respecter les priorités à droite chemin de Villeneuve? Comptez-vous mettre des panneaux de signalisation? Les gens roulent vite et n'y prêtent pas attention, c'est très dangereux. Oui, alors les panneaux de signalisation, peut-être qu'il y en a, j'avoue que je n'ai plus en tête où il n'y en a pas, si vous me le dites. Vous savez, ça ne fait pas tout. Que vous dire, il y a un code de la route, il doit être respecté. Quand il y a des stops, il faut s'arrêter au stop. Quand il y a priorité à droite, il faut laisser la priorité à droite. Quand il y a des feux, s'ils sont rouges, il faut s'arrêter. S'ils sont verts, vous pouvez passer. En fait, c'est que du bon sens. Maintenant, on ne peut pas mettre non plus, je dirais, un policier à chaque intersection pour vérifier ce que font les gens. On peut mettre des panneaux, ça on peut le regarder. D'ailleurs, je ne sais pas si aujourd'hui ce sont des stops qui sont sur la roue adjacente. Je ne crois pas, je crois que c'est vraiment une règle de priorité à droite. On peut mettre des stops, mais après l'inconvénient des stops, c'est que la voie principale, et notamment le chemin de Villeneuve dont vous parlez, l'automobiliste qui saura que les rues adjacentes sont équipées de stops, et aura tendance à rouler plus vite sur le chemin de Villeneuve. Voilà, c'est un peu la règle. C'est pour ça que la solution des stops, elle est de moins en moins utilisée. Et on préconise plutôt le respect de la priorité à droite, parce qu'au moins, les gens font attention. Alors, vous pouvez toujours avoir des individus c'est souvent des exceptions, qui ne respectent pas, mais on ne peut pas tout mettre en œuvre parce qu'il y a une minorité qui ne respecte pas le code de la route. Alors une question de Pierre maintenant. À ma connaissance, la police municipale ne possède pas de cage-piège pour attraper les chiens. Il y a 2 ans, un chien errant dans les marais a mis plus d'1 mois pour être capturé par des personnes dévouées aux animaux grâce à un chasseur et sans que la police municipale ne puisse intervenir. Peut-être que la police municipale n'a pas pu intervenir, mais en tout cas, elle a cette capacité aujourd'hui de pouvoir intervenir sur des chiens errants, notamment. Enfin, puisqu'on parle des chiens, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et en plus, ils le font souvent avec les pompiers, avec ces services de sécurité. Ils ont pu capturer des tas d'animaux. Je me souviens d'un sanglier qui était boulevard Leitol, je me souviens d'un gros serpent qui était, je ne sais plus trop, dans un autre secteur aussi. Donc la police municipale peut intervenir, ils ont les moyens d'intervenir et s'ils n'interviennent pas tout seuls, s'ils sont en incapacité à l'instant T d'intervenir, ils font appel à d'autres qui ont les moyens aussi de le faire. Donc voilà. Alors c'est vrai que capturer un chien qui court dans les marais, c'est sans doute un peu plus compliqué qu'un chien ou qu'un chat qui se trouve dans une impasse. Bon, c'est pour ça qu'il faut peut-être un peu plus de temps. Et puis, s'il y a un chasseur qui était là, tant mieux. Donc, on voit bien que la solidarité sur ces sujets-là est importante aussi. Une question de Dr Driss. Aurons-nous des ralentisseurs avenue de la Libération au niveau du centre commercial dans le quartier de la Chancellerie? Donc là, non. Je pense que j'imagine que vous parlez du centre commercial et tertiaire à l'intersection. Cette intersection-là, non, nous n'avons pas prévu de ralentisseur. C'était dès la conception d'ailleurs. Il y a un changement de revêtement. Je vais faire rajouter ce qu'on appelle des clous à l'endroit des passages piétons, mais il n'est pas prévu de ralentisseur à cet endroit-là. On ne peut pas mettre des ralentisseurs partout. Une fois encore, vous avez les pro-ralentisseurs, vous avez les anti. C'est pas la panacée. Je crois plus une fois encore au respect, au vivre ensemble. Vouloir résoudre des problèmes d'incivilité en mettant des solutions techniques, c'est juste pas possible, ça a un coût et puis ça fait aussi des insatisfaits. Vous voyez, récemment, j'ai discuté avec des personnes qui étaient physiquement, qui étaient malades, qui étaient en souffrance, et cette personne me disait à chaque fois qu'on passe sur un ralentisseur, j'ai l'impression qu'on m'enfonce un couteau dans le ventre. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de bonne solution. En tout cas, pour répondre à votre question, il n'est pas prévu de ralentisseur avenue de la Libération à cet endroit-là. Alors, toujours dans le domaine de la voirie, une question de Jérémy. Quand les travaux de la rue Émile Martin seront-ils terminés ?
Alors j'ai plus le programme en tête pour vous me poser un piège. J'aurais tendance à dire que ça doit être à l'automne, mais je ne sais plus. Alors pour l'appareil, n'hésitez pas à poser la question à Philippe Mousnier, qui est en charge de ces travaux-là avec l'agglomération. Mais enfin, Philippe Mousnier vous répondra. Je crois que c'est à l'automne, mais j'ai plus ça en tête parce que les plannings ont aussi un peu bougé dans le temps. Donc j'avais 9 mois en tête, mais je ne vous garantis pas la réponse. Prenez rendez-vous avec le maire adjoint aux travaux, il vous répondra plus précisément que moi. Une question suivante de Marie. Allez-vous vous refaire une soirée de vente de produits régionaux et de vin dans la vieille ville cette année ? Oui, probablement, en tout cas, puisque c'est les opérations qui marchent, on les reconduit. Ça avait été un vrai succès l'année dernière, donc on recommence. Voilà, pour répondre à la question de l'internaute, il y a 5 ou 6 questions. Les animations existantes sont reconduites. Celle-là, en l'occurrence, aura lieu au mois de juin. Alors, j'ai plus la date en tête exacte, mais parce qu'il se passe des tas de choses au mois de juin. Alors, ne partez pas au mois de juin. Restez à Bourges, surtout. Il y a plein de choses. Il y a des animations importantes. J'ai parlé des fêtes médiévales tout à l'heure. Vous avez le championnat de France d'aviron qui a lieu pendant le week-end de Pentecôte. Vous allez avoir la descente infernale. Vous allez avoir le congrès de la Fédération française de rugby qui va durer 4 jours. Ça va être la fête dans la ville. Il va y avoir le trail urbain qui a lieu début juillet, c'est ça, je demande le 1er juillet. Et puis j'en oublie, il y a évidemment la thé à Bourges, la fête de la musique, il va y avoir aussi la fête du vin. En fait, voilà, tout au mois de juin, surtout, restez là. Si vous avez des congés, vous les prenez, vous restez à Bourges, il va se passer des choses formidables. Une deuxième question de Vali Vieriu. Quand la connexion Internet par la fibre sera disponible sur toute la ville ? Eh bien ça, c'est une très bonne question. Si vous avez la réponse, merci de me la communiquer. C'est une vraie difficulté que j'ai avec Orange et surtout avec Orange et un peu avec Enedis, mais ils ne sont pas responsables en fait. Figurez-vous qu'aujourd'hui, je suis incapable de vous dire, quelqu'un qui habite au 97 de la rue du Pont, quand est-ce qu'elle va avoir la fibre. Je pose la question indéfiniment à Orange et je n'ai pas la réponse. Si ce n'est la réponse, c'est compliqué. Voilà. Donc ça, c'est pas une réponse. Donc là, nous avons pris le taureau par les cornes avec Kevin Guéguen, c'est-à-dire que nous avons décidé d'identifier avec Orange quels sont les secteurs qui... je vais revenir un tout petit peu en arrière. Il y a 5 zones qui ont été définies. Donc normalement, nous avons terminé la 2e zone, nous sommes au cours de la 3e zone, et 4 et 5e zone vont suivre. Donc normalement, sous 2 ans maximum, la ville devrait être couverte de la fibre optique. Sauf qu'il y a dans certains secteurs, nous devons passer la fibre en aérien. Enfin, Orange va passer la fibre en aérien, puisqu'en fait, les gaines et les fourreaux n'avaient pas été passés, ou ceux qui existent sont trop petits, et on doit passer en aérien. Et dans ce secteur aérien, il faut, qu'Orange demande l'autorisation à Enedis de pouvoir utiliser les poteaux électriques qu'ils utilisent par ailleurs, Enedis vérifie que la capacité de supporter des poids complémentaires, et si ce n'est pas le cas, c'est de rajouter encore des poteaux. Alors vous voyez, c'est plus complexe que ça, et c'est la raison pour laquelle on va voir à la fois Orange et Enedis en veillant avec eux sur les zones dites terminées, donc la zone 1 et 2, qui est terminée à 90%, mais il reste encore 10%, et c'est là que les gens râlent, et je comprends qu'ils rouspètent. Dès qu'on a un aérien, qu'on puisse avoir ces secteurs, le nom de la rue, les numéros correspondants, et qu'on puisse suivre tous les 15 jours avec Orange et Enedis l'avancée de cette fin de développement de fibre sur les zones dites terminées. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est sur les zones qui sont quasi terminées, les choses se passent bien, la commercialisation a lieu et avance très bien. Donc c'est un vrai plus pour la ville et les usagers de pouvoir bénéficier du haut débit. Alors le docteur Driss, à nouveau, pose cette fois-ci 2 questions. Premièrement, le Wi-Fi Bourges va-t-il arriver dans toute la zone des quartiers nord et pas seulement près des bâtiments municipaux ? Et ensuite, est-il possible de développer plus d'aides pour les associations et le service jeunesse, PRJ par exemple, afin d'occuper la jeunesse, sachant que le travail aussi est manquant ?
Alors, quand vous parlez de Wi-Fi, je suppose qu'on est même sur le même sujet que la fibre, donc j'ai répondu juste avant. Oui, tous les quartiers, toutes les rues et tous les usagers pourront se connecter à la fibre dès lors qu'elle sera déployée sur l'ensemble de la ville. C'est vrai que les priorités pour Orange ont été données, mais on veille que ce ne soit pas que ça au pied d'immeuble, de façon générale, parce qu'effectivement, Orange est une entreprise privée qui doit faire des bénéfices, donc elle a tout intérêt à ce que ces frais fixes soient amortis le plus vite possible, et dès qu'ils sont sur des pieds d'immeuble, eh bien, ils auront des clients potentiels sur l'ensemble de ces immeubles, mais pas que. Ensuite, je reviendrai sur le sujet du Wi-Fi, parce que c'est vraiment effectivement le Wi-Fi dont vous parlez. Alors je ne sais pas si c'est le cas, mais le Wi-Fi Bourges aujourd'hui est gratuit, hein, il est disponible sur l'ensemble de la ville. Donc c'est pour ça que je pense que vous parlez plutôt de la fibre. Et ensuite, la suite de la deuxième question que j'ai un peu oubliée. Ah oui, oui, sur les PRJ, sur les jeunes. Ouais, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de logistique et humains et financiers qui sont mis à disposition du service jeunesse que Nathalie Bonnefoy, qui est en charge de cette délégation, mène tambour battant. Les choses innovent aussi chaque année. Il y a sur des propositions des jeunes, il y a beaucoup de choses qu'on fait, notamment au niveau des PRJ, mais pas que. Mais ce que vous soulevez aussi, au-delà de votre question, c'est le problème de l'emploi. Hein. Je pense que c'est celui-là aussi qui est peut-être le plus important. Sur l'emploi, nous mettons aussi beaucoup d'énergie. Hein. Vous savez qu'on a créé la mission emploi depuis le fin septembre 2015, si je me souviens bien, donc ça fait à peu près un an et demi, que c'est un recrutement, on va dire, c'est une boîte de recrutement, grosso modo, hein, qui existe, mais c'est un service de la ville avec 2 conseillers, une personne qui est en charge des relations avec les entreprises, et le bilan, alors je ne sais pas le dernier, mais celui que j'ai en tête, c'est 650 retours à l'emploi, dont quasiment 180 CDI. Tout ceci s'adressant, pour le coup, pas aux jeunes, hein, aux personnes qui ont 26 ans et plus, puisque pour les jeunes, c'est la mission locale qui prend en charge les jeunes, et on a de très belles opérations. En plus, on met des moyens, puisqu'en fait, la mission locale a déménagé là, il y a quelques semaines, ça va faire 2 mois, ça devait être fin février, je crois, de mémoire, et puis sur des nouveaux locaux rue de Sérocourt, et les conditions d'accueil des jeunes sont encore plus favorables, avec des salles des salles de réunion, de formation. Donc voilà, c'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on travaille, surtout sur l'emploi, parce que c'est un vrai problème sur le territoire français, mais aussi sur notre département et sur la ville, même si les choses vont un peu mieux en ville. Mais en tout cas, sachez que pour les jeunes, beaucoup de choses sont faites, et en tout cas, on n'a là-dessus pas touché au budget depuis des années et des années. La prochaine question est posée par Céline. Pour la reprise d'entreprise, la ville prévoit-elle des aides? Quels sont les autres organismes? Alors, d'abord, ce n'est pas la ville qui a ça en charge. La compétence des développements économiques, c'est l'agglomération, et encore, c'est plus exactement que l'agglomération. En fait, j'ai rencontré le président de région, le président Bonneau, tout à l'heure. Le soutien économique aujourd'hui a été partagé entre les agglomérations et la région. C'est la raison pour laquelle la région vient justement, et c'est pour ça que j'ai rencontré le président tout à l'heure, d'inaugurer donc cet après-midi une antenne on va dire d'une direction qui s'occupe entre autres du développement économique, en charge aussi le transport et aussi l'enseignement, les lycées, l'enseignement supérieur. Et cette antenne donc est décentralisée sur Bourges pour le département. Et donc on va dire les aides financières pour les reprises d'entreprises, et pas que pour les reprises d'entreprises, sont plutôt portées par la région. Pour ce qui concerne l'agglomération, c'est plutôt une aide en termes on va dire de mobilier, on va dire d'infrastructure et de logistique. Donc moi, ce que je vous conseillerais, si vous êtes à l'aube de vous interroger sur une reprise d'entreprise, n'hésitez pas à vous adresser à l'agglomération, notamment sur la technopole d'Aïtol, rue Maurice Roy, au centre d'affaires. Là, vous aurez les correspondants au rez-de-chaussée, en entrant à gauche, vous verrez. Vous avez toute l'équipe de développement économique, et eux sauront vous expliquer quelles sont les aides que peuvent apporter l'agglomération et que peuvent apporter aussi la région. Une question de Frédéric maintenant. On entend dire que le golf va être vendu pour renflouer les caisses de la ville. Cette zone sera-t-elle préservée de projets immobiliers? Alors la réponse, c'est une très mauvaise réponse. Je ne vois pas
pourquoi on se séparait d'une infrastructure aussi magnifique que le golfe. Maintenant, nous travaillons sur une gestion différente de ce golfe. Donc rassurez-vous, vous n'allez pas avoir de pavillon sur le golfe, on va le garder, c'est un très bel outil. Mais on est en train de travailler sur une gestion différente de celle qui est actuellement. Donc voilà, je n'en dirai pas plus pour l'instant, parce que les choses sont pas mûres, mais en tout cas, on ne va pas se débarrasser de l'espace foncier pour revendre ça à des promoteurs. Une question de Christopher. Qu'est-il fait vis-à-vis de la discothèque Le Q, faisant souvent l'objet de gros titres et donnant une mauvaise image de notre ville, sans compter la sécurité et la propreté des abords? Écoutez, en ce qui concerne la ville, la collectivité, nous, on ne peut pas gérer l'intérieur de l'établissement. Donc ça, c'est la responsabilité du responsable d'établissement. S'il y a des choses se font à l'intérieur, on va dire s'il y a des choses illicites, moi j'en sais rien, je n'ai pas d'avis là-dessus. Ça, c'est la responsabilité de l'État, de veiller à ce que tout soit conforme. Maintenant, sur la partie extérieure, dès lors qu'il se passe des choses dans la rue, là, c'est effectivement aussi les services de l'État qui vont intervenir en termes de sécurité, en termes de police. Et puis quant à l'environnement, qui est souvent, parfois sale, effectivement, mais sachez que les agents municipaux régulièrement viennent nettoyer, notamment en particulier c'est très sale le vendredi matin et le samedi matin. Donc les agents de très bonne heure nettoient ce qui doit être nettoyé. Une question de Omar. Que pensez-vous du résultat de la présidentielle? Écoutez, ce que j'en pense, je vais essayer de faire un peu simple. D'abord, une surprise pour moi, très sincèrement, c'est le taux de participation qui est important. Et ça me semble plutôt être une bonne chose. Sincèrement, je ne pensais pas que le taux de participation serait important. Donc ça, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que ça veut dire que le résultat, tel qu'il est, alors on l'accepte ou on ne l'accepte pas, mais en tout cas, on est d'accord ou on ne l'est pas, il est représentatif des électeurs. Quand on est à plus de 80% de participation, entre 70 et 80%, c'est plutôt bien. Bon. Après, quant au résultat, vous savez, moi je suis respectueux de la démocratie et du suffrage universel. Donc il y a deux candidats qui sont sortis en tête. Voilà, on a le choix. Maintenant, les électeurs, dimanche, dans 10 jours, vont pouvoir faire leur choix définitif. Moi, à titre très personnel, je crois qu'aujourd'hui, d'abord cette campagne a été délétère. En fait, on n'a jamais connu ça. On a très peu parlé des programmes d'ailleurs, plutôt des affaires. Et je pense que les Français aujourd'hui, dans la difficulté dans laquelle ils se trouvent, et je parle en particulier des berruyers que je rencontre tous les jours, qui sont dans la difficulté, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de donner la responsabilité à une femme ou à un homme, en l'occurrence, pour diriger le pays, de manière à ce que le pays se sorte du marasme dans lequel il se trouve. Et la responsabilité, je pense qu'elle est collective. Elle n'est pas forcément à mettre qu'à l'actif du dernier quinquennat. Donc voilà. Donc à partir de là, je crois que le vote qui a été, le résultat du vote les votants qui sont exprimés montrent de toute manière, et ça je m'en réjouis quand même un peu, que les systèmes politiques ne correspondent plus du tout à ce que attendent les Français. Donc je crois qu'il faut vraiment se reposer la question. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une élection, le lendemain on entend toujours les mêmes choses. Il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on fasse autrement, et les mêmes discours durent 3 jours, et puis après on refait la même chose. Je crois qu'aujourd'hui les systèmes politiques sont à la veille d'éclater. Je m'en réjouis. Je crois qu'il est temps de s'intéresser aux Français, à s'intéresser à l'avenir du pays, à s'intéresser aux vrais sujets, la sécurité, l'emploi, faire en sorte qu'il fasse bon vivre dans notre pays, que la France retrouve sa position en Europe et dans le monde, position qu'elle a perdue depuis très longtemps, et puis qu'elle intègre vraiment une Europe forte, parce qu'il faut vraiment que notre Europe soit forte. Donc voilà, je crois qu'il y a à la fois un vote sanction, bien évidemment, notamment des candidats qui représentaient les deux gros partis. Voilà, donc les deux gros partis sont mis derrière deux autres. Et puis voilà, donc je crois que c'est un signe important que nos politiques doivent prendre en compte. En tout cas, moi, au-delà de ça, une fois encore, je suis respectueux de la démocratie. J'irai voter
en mon âme et conscience le prochain dimanche. Voilà, donc je n'irai pas pour qui je votais, mais si vous lisez la presse, vous savez pour qui je ne voterai pas en tout cas. J'espère que chacun fera le bon choix et en tout cas il est temps qu'on passe à autre chose, à prendre des bonnes décisions pour notre pays. En tout cas, moi, à mon niveau, en tant que maire de Bourges et président de l'agglomération, il y a une chose qui m'importe, c'est surtout de donner toute l'énergie, toute la volonté pour faire en sorte que, au moins, les habitants de l'agglomération et les berruyers se trouvent bien dans leur ville et ils trouvent du travail et ils trouvent du plaisir et puis se respectent les uns envers les autres et fassent en sorte qu'on puisse continuer à bien vivre ensemble et pour moi ça c'est l'essentiel. La dernière question est posée par Mathieu. Allez-vous exposer les découvertes archéologiques du chantier de la Maison de la Culture? Non, c'est pas que je veux pas. C'est pas que je veux pas, mais en fait, d'abord parce qu'en fait, quand on fait des fouilles, on récupère un certain nombre de choses. Hein, c'est pas, c'est un besoin scientifique. Hein, si la demande a été faite, hein, c'est pour confirmer des éléments connus ou pour en découvrir d'autres. Hein, donc c'est purement scientifique. Et à partir de ce moment-là, c'est ce que l'on a trouvé. Alors soit on recouvre, hein, ce qui va être le cas d'ailleurs, c'est les 3 maisons qui ont été découvertes sur les pentes de Séroucourt. Donc on recouvre, on récupère un certain nombre d'éléments, mais on recouvre. Et les éléments qui sont récupérés sont stockés, en particulier, puisque l'agglomération a cette conséquence, dans un bâtiment qui se trouve sur Bourges. Et malheureusement, moi j'ai visité ces nouveaux locaux il y a quelques mois et il y a un tel volume qu'on ne sait pas exposer, et à tort, parce que on a ouvert des tiroirs, des boîtes, c'est des choses très intéressantes en fait, mais on n'a pas aujourd'hui de lieu qui permettent de tout exposer. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, et j'ai demandé à l'équipe d'archéologues de réfléchir, qu'on puisse faire des petites expositions temporaires sur des thématiques dans des lieux publics en fait. Hein. Donc ils m'ont dit qu'ils avaient fait une opération il y a quelques temps au conservatoire, à l'entrée de l'auditorium, hein, sur quelques pièces qui avaient été mises sous verre. Donc on ne peut pas exposer n'importe quoi, parce qu'il faut conserver parfois ce qu'on trouve dans des conditions hygrométriques et de température assez sévères. Donc on ne peut pas tout exposer. Bon, il y a des choses qui craignent moins. Donc voilà, je crois que ça, moi j'ai donné les consignes pour qu'on ne puisse pas forcément tout exposer. Ça paraît juste pas possible, mais qu'on puisse parfois sur des thématiques dans des lieux, alors je pense notamment à la mairie, au hall d'exposition, on pourrait peut-être exposer quelques pièces de temps en temps, parce qu'il me paraît intéressant qu'on puisse expliquer aux berruyers que quand on doit payer des chantiers comme cela, parce qu'effectivement il faut payer les archéologues, c'est évidemment le contribuable qui paye, et puis que même si c'est vrai que j'en fais partie de cela, où je dis quand il y a des fouilles archéologiques, ça ralentit tout, c'est des empêcheurs de tourner en rond, mais au bout du compte, quand on prend du recul, voilà, c'est très intéressant et qu'il doit naturellement y avoir un retour, parce que si on met de l'argent public sur des fouilles, et bien, à minima, c'est que les berruyers qui ont contribué à financer, comme les habitants de l'agglomération, puissent avoir au moins un retour sur ce qu'on y a trouvé. Alors ça peut être sous forme de photos, hein, d'exposition, donc voilà, il faut qu'on réfléchisse à la forme, mais ça me paraît important qu'il y ait un retour par rapport aux administrés. Voilà, écoutez, on me dit que c'est déjà fini, donc que le temps passe encore très vite en votre présence. Je vous remercie donc de toutes ces bonnes questions, dans une diversité de questions, hein, puisqu'on va sur des aménagements d'espaces fonciers, sur la sécurité, sur la culture, sur les animations, et j'en oubliais. Donc ça montre l'intérêt que vous avez et que vous portez à la ville de Bourges, et les questions que vous me posez et les réponses que j'y apporte, j'imagine, contribuent à que vous connaissiez mieux notre ville. Voilà, donc on est à la fin de cette session. Je vous souhaite évidemment une très très bonne soirée. Je vous souhaite un bon printemps en espérant que les températures s'améliorent un peu. Maintenant, je vous donne rendez-vous à la prochaine session qui aura lieu le mercredi 31 mai à 19h. Merci, bonne soirée à tous. À très bientôt. Au revoir.